À l'approche des vacances, il y a une question qu'on voit partout sur presque tous les groupes Facebook. Les gens se préparent pour les vacances et là, réalisent que on va se charger ailleurs qu'au Québec, que ce soit dans les Maritimes, l'Ontario, les États-Unis. Et là vient un paquet de questions. On est inquiète, on n'est pas sûr que ça marche comme ici, on ne sait pas trop par quel bout prendre ça puis comment se préparer. Et pour en parler, j'ai avec moi 4 invités. Le premier, je ne sais pas si je dois dire Francis Mercier ou Marie-Josée, le petit couple électrique. Je ne sais pas comment je dois vous présenter. Comment je vous présente? Ben nous, on se présente toujours comme étant le petit couple électrique, mais c'est Francis et Marie-Josée, effectivement. Ben bonjour à vous deux. Merci d'être là. Ben, merci. On a également Michel Kennel. Bonjour, Michel. Bonjour. Et Ghislain Lejeune. Bonjour. Bonjour, qui n'est pas sa première participation. Non, quelques fois ici. Quelques fois, ouais, c'est ça. T'es à veille d'avoir une carte chouchou. Là. J'ai hâte de l'avoir. T'as hâte de l'avoir, hein, ça s'en vient. Écoutez, j'ai quasiment envie de vous demander, avant de lancer tout ça, que vous me disiez si vous avez déjà eu vous avez tous un véhicule électrique, forcément, mais est-ce votre premier? En avez-vous eu d'autres avant? Avec quoi vous roulez actuellement? Je vais commencer par vous autres, le petit couple. Moi, c'est mon premier. J'ai une Bolt EUV 2023. D'accord. Puis toi? Ben moi, de mon côté, c'est mon deuxième. Le premier, j'ai eu un Tesla Model 3 SR+, dans le fond, et maintenant, je suis rendu avec un magnifique Ford F-150 Lightning, petite batterie. Oh, un beau gros véhicule. Ouais, content. Et oui, et vous, M. Kennel? Moi, c'est mon premier. J'ai un Audi Q4 2022, à peine 2 ans. Même pas 2 ans. Excellent. Kilométrage. Moi, j'ai commencé en 2015 avec une Leaf première génération. Ensuite, j'ai eu la e-Golf que mon gars roule encore. Maintenant, j'ai une Polestar 2. Mais je roule aussi une Harley-Davidson Livewire. OK, donc on a comme vous voyez, là, on a un peu de tout, puis c'est intéressant parce que tous les cas de figure ou à peu près vont être représentés. Ma première question, c'est très simple, puis là, je vous lance ça, n'importe qui veut répondre à ça. La réalité, là, c'est que quand on sort du Québec, c'est-tu plus compliqué, aussi simple qu'ici? Très compliqué, moyennement compliqué. Ça ressemble à quoi là, quand on sort du Québec? À quoi il faut s'attendre? Je dirais que c'est différent, mais ça a quand même beaucoup de points semblables en lien avec les applications de recharge. On s'entend, une application, c'est une application, donc le principe reste un peu le même, mais c'est différent au niveau du nombre de compagnies. Par exemple, aux États-Unis, n'importe qui pourrait se partir une compagnie de bornes de recharge, tandis qu'au Québec, c'est peut-être mieux géré avec circuit électrique. OK. Vous autres, avez-vous un peu la même perception? Moi, j'ai pas trouvé ça vraiment différent. Une borne haute performance, une borne haute performance, puis il y en a un petit peu partout, puis tu te rends, puis c'est... Moi, j'ai pas trouvé ça vraiment compliqué. Je suis bien honnête avec vous, là. Ouais. Moi, j'ai pas eu... Là, on sent tout de suite que Michel va être le gars pour qui ça va bien. Tout est positif. Il y a pas eu de... Non, mais c'est correct, puis les gens restent encore avec la perception d'il y a 5, 6, 7, 8 ans en arrière où c'était un petit peu plus difficile. Les choses ont bien évolué et c'est effectivement beaucoup plus facile que ça l'était. Puis les gens qui ont leur véhicule électrique maintenant trouvent ça pas mal plus facile qu'on l'a connu dans le temps. Toi, Ghislain, t'as connu un peu de tout, là? Oui, ben, je dirais qu'avec ma Polestar, quand je roule surtout sur autoroute, donc les grands axes routiers, c'est bien desservi, puis ça va bien, les bornes, le réseau va assez bien. Par contre, avec ma moto, je vais beaucoup dans les petites routes de campagne, beaucoup au Vermont, New Hampshire. Puis les réseaux il y a quand même beaucoup de bornes. Le problème, je trouve, en région, aux États-Unis, c'est que les bornes, c'est des vieux réseaux. Donc, il faut vraiment faire attention, s'assurer qu'on voit que la borne fonctionne. Ça m'est arrivé une fois que j'ai été obligé de passer 3-4 heures dans un pub pas loin parce que j'étais sur une niveau 2. Là. Ouais. Et ma Harley apprend niveau 1 seulement. En tout cas, c'est un détail technique. Mais... Donc, en région, quand on n'est pas sur les axes routiers, il faut faire attention. C'est des bornes en général plus âgées. Donc, il y a plus de bornes défectueuses. Oui, c'est souvent les premiers réseaux qui ont été établis. Il y a plusieurs années, il y avait eu des subventions aux États-Unis pour l'installation de bornes, mais l'argent pour les entretenir n'était pas là. Hein? Fait qu'il s'est installé des bornes qui n'ont pas été entretenues. Contrairement au Québec, que même en région, tu as tout le temps des bornes fonctionnelles. Ça m'est arrivé très, très rarement. Je me rappelle pas la dernière fois que j'ai eu une borne qui fonctionnait pas au Québec. Ben, je pourrais rajouter qu'on a un petit peu la même chose ici avec Petro-Canada qui fonctionne plus ou moins. Donc, moi, vraiment, que tu sors de circuit électrique ou Electrify Canada, tu vois avec ChargePoint, c'est toutes des marques qui sont quand même bien reconnues, que tu n'as pas vraiment de troubles. Je pense que c'est environ la même affaire. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis fié à des compagnies qui étaient là depuis un bon petit bout de temps, puis qui avaient un bon réseau.
Puis j'ai suivi ça. La notoriété du Absolument. réseau. Pour moi, c'était extrêmement important. On va en parler de ça, la notoriété du réseau, parce que c'est important que les gens qui nous écoutent sachent un peu là, vers quel réseau on doit viser, puis lesquels on doit éviter si on veut pas avoir trop de problèmes. Je voulais compléter parce que je te rejoins vraiment là-dessus. C'est que si on est sur un réseau, là, je vais parler aux États-Unis, mais si on parle d'Electrify America, je suis d'accord avec vous autres, ça fonctionne numéro 1. Mais nous, la première fois, on a fait une tentative à Burlington et d'essayer toutes les autres sortes de bornes. Les Blink de ce monde, les Cima Connect. Et là, on a vécu des enjeux très différents. Pas de dire qu'on n'est pas capable de se recharger, mais entre autres, notre carte de crédit canadienne n'était pas acceptée. Alors, ça nous a créé certains petits enjeux. Mais Electrify America, aucun problème. Sauf que je pourrais dire sur ça que même tes cartes canadiennes sur des stations à essence ne sont pas acceptées si tu n'as pas le zip code. C'est vrai. Donc, il faut le savoir. C'est la même chose que tu pars avec ton véhicule à gaz, puis tu arrives sur une carte de crédit, il te demande ton zip code, tu l'as pas. Il faut que tu aies le truc. Donc, c'est exactement la même affaire. Puis le truc, c'est les 3 chiffres de notre code postal avec 2 zéros à la fin. Hein. Et faire attention, Desjardins, c'est pas toutes les cartes de crédit qui fonctionnent. Moi, j'avais 4 Desjardins à un moment donné parce que j'avais de compagnie. Puis il y en avait juste une de ces cartes qui fonctionnait avec ce truc-là. Les banques, en général, fonctionnent. Mais Desjardins, je ne sais pas ce qu'ils font. Mais c'est pas une problématique propre à la recharge. Tu aurais pu être dans un commerce. C'est la même chose. Ça fait des années que je voyage aux États-Unis. Puis avec ta carte de crédit, il faut que tu aies le truc pour ton zip code, puis ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on doit préparer avant de partir là, pour un voyage? Mettons qu'une famille qui s'en va 2 semaines, n'importe quoi, là, au New Jersey, peu importe où, là. C'est quoi les préparations, là, la minimum qu'il faut faire avant pour s'éviter des problèmes? Puis ça ne veut pas dire que si on ne se prépare pas, on va avoir des problèmes, mais si on veut s'assurer de ne pas avoir de problème, il n'y a pas une petite préparation minimale à faire avant de partir? Connaître son véhicule, c'est le plus important. Il faut que tu t'habitues, tu sais quelle autonomie qu'il a, sa moyenne au kilomètre-heure, combien qu'il peut faire entre 2 charges avec tant de vitesse, le poids que tu vas avoir. C'est juste une question de préparation et de se promener avant au Québec, l'ajuster, faire des ajustements, tu regardes, puis après ça, tu pars à l'aventure. C'est aussi simple. Toi, Ghislain, moi, je dirais que j'ai 2 expériences parce que je roule une Harley-Davidson qui a 160 km ou 120 sur l'autoroute d'autonomie. Donc, il faut que je planifie beaucoup plus. Ma Polestar a le système Google intégré, donc c'est beaucoup plus facile. Mais je dirais qu'avant de partir, c'est d'utiliser des applications comme Better Route Planner ou PlugShare ou Circuit électrique. Mais Circuit électrique aux États-Unis, il y a moins les bornes. Mais PlugShare puis Better Route Planner, c'est de voir où on s'en va, de connaître un peu les réseaux qui sont là, s'assurer qu'on a une application si on a besoin. Puis aussi, les premières fois qu'on y va, c'est pas d'essayer de pas faire de patte de record, de connaître notre char, mais de s'habituer. Donc, on recharge un peu plus souvent. On joue pas à essayer de battre des records. C'est pas le moment. Vous allez devenir super bon, puis vous allez arriver à 5%, puis vous allez repartir rapidement. Mais au début, c'est de s'habituer. Si je peux renchérir, puis avec ça, avec Better Route Planning, tu peux déjà planifier ta route. Oui. Tu peux la télécharger sur une feuille Excel. Tu peux exactement savoir où est-ce que tu t'en vas, à l'heure que tu vas arriver. Ici, j'ai un petit exemple, mais c'est un podcast, là, mais ça donne exactement... Mais on va quand même mettre le lien vers Better Route Planner dans les références du podcast. Tu peux regarder, OK, ben là, moi, je vais rouler avec du 23 kW au 100 kW. Au 100, et là, tu vas exactement voir, OK, mais tu vas te rendre avec telle borne, puis moi, je voulais arriver avec du 12-15%. Donc, tout était planifié comme à l'avance. Ça, c'est mon expérience numéro 1 pour mes premières journées que j'ai faites. Quand on regarde une carte, mettons des États-Unis ou de l'Ontario, là, puis on regarde les axes principales, là, les routes principales, on se rend compte que certaines routes qui sont bien desservies, d'autres un peu moins, puis il y a certains réseaux qui sont plus le long de certaines routes, un peu moins sur d'autres. Bon, ça, c'est une constatation, le visuel qu'on peut faire très facilement en regardant une application qui nous montre les cartes. Est-ce qu'il y a des réseaux à privilégier, voire même peut-être faire le choix d'une route en particulier parce qu'elle est mieux desservie par des bornes? Parce que des fois, on peut être habitué de prendre, je dis n'importe quoi, la 401, mais c'est pas la meilleure route pour les bornes de recharge, on va prendre une autre route. Est-ce qu'on devrait regarder comment sont les bornes sur la route pour faire notre choix de route entre 2 points? Oui et non. Je pense que tout ça va avec le trajet qu'on veut faire. Tout dépendant le temps qu'on a. Donc, si on veut s'éloigner peut-être un peu des routes principales puis qu'on a le temps de le faire, bien, on peut vérifier avec les bornes autres. Puis sinon, bien, se fier vraiment aux bornes qui sont sur les routes principales. Je pense que ça peut être une bonne idée, une idée qui est plus fiable. Puis souvent, ces bornes-là, près des routes principales, sont souvent près, par exemple, de restaurants ou de toilettes. Donc, ça évite d'autres arrêts supplémentaires. OK. Et
quand on part comme ça, mettons, on va les prendre un à un. En Ontario, par exemple, y a-tu des réseaux à privilégier puis des réseaux auxquels on doit faire attention, qu'on le sait? Là? Tantôt, on en a pitié. Il faut faire attention. Notre optique, là, c'est pas de faire du bashing, mais on sait que, mettons, la qualité d'entretien des réseaux n'est pas égale d'une compagnie à l'autre. Allons-y vers... Quand vous allez en Ontario, c'est par quel réseau vous utilisez? Partant, dans les on-route, les IV fonctionnent, pas toutes, puis il n'y a pas beaucoup de puissance. Ils ont beaucoup de difficultés avec la puissance. Je ne sais pas si c'est IV... Puis encore Ivy, j'étais allé à Sudbury, puis les Ivy fonctionnaient pas. Heureusement, les Magic Dock de Tesla étaient là, donc ça a super bien été. Fait que de plus en plus, avec Tesla qui s'ouvre, on va voir éventuellement les autres accès aux autres. Ça va donner beaucoup d'opportunités. Oui. Comme moi, comme un matin, je suis parti freeride. Je suis parti, OK, je m'en vais visiter mes clients, puis en Ontario. Je suis parti, puis j'ai fait toutes les Electrify jusqu'au Mississauga. Puis ça a super bien été. Ils sont tous à peu près aux 200 km. Donc, ça... Toi, c'est avec Electrify Canada en ce moment-là. Mais puisque j'avais des bornes gratuites à cause de Audi et de Volkswagen pendant 2 ans, donc c'est sûr que ça aide. Ça m'a coûté 0. Mais Flow fonctionne très bien. Circuit électrique Flow, très, jamais eu de problème. Electrify Canada aussi en général. Electrify, il y a toujours une borne dans la station qui ne fonctionne pas. Mais souvent, c'est le lecteur de carte de crédit. Ouais, mais nous, tu vois, on est très d'accord. Les premières fois qu'on est allé en Tesla, parce qu'on parle pas beaucoup de Tesla actuellement, mais tu sais, Tesla, tu parlais du Magic Dock. Tesla est très, très bien entretenu et on a vécu la même chose avec Ivy. On sait pas pourquoi. On était sur une borne tout seul. C'était écrit 150 kWh, puis finalement 150 kW, puis ça fonctionnait pas. Là, on allait à peine chercher 60, 55. J'étais à une batterie très, très basse. Là. On le sait que ça a un impact, la chaleur. T'avais des conditions. J'avais des conditions idéales pour aller au maximum et pas du tout. Puis après ça, on a continué justement sur Flow. Puis écoute, on n'avait pas d'enjeu. Là. Sauf que j'ai une expérience aujourd'hui. J'étais au Québec. J'étais à Sherbrooke. Sur une borne, j'avais un maximum de 35. Je l'ai arrêté. J'ai pris 30 secondes. Je l'ai rechargé. Je suis monté à 100. Donc, pour la même borne. Donc, des fois, il faut juste respirer par le nez, reculer, on recommence, puis on le fait. On a parlé beaucoup, puis je veux qu'on parle de ce point-là. Vous avez parlé d'Electrify Canada, qui est quand même un réseau bien établi, et son pendant américain, Electrify America. Il faut faire attention, si on est membre d'Electrify Canada, on n'est pas nécessairement membre. En fait, on n'est pas membre d'Electrify America. C'est 2 compagnies sœurs, mais indépendantes. Là. C'est-à-dire qu'on doit ouvrir un compte chez l'une. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui avez des comptes Electrify America? Oui, vous en avez? Nous, on a même profité, Marie-Josée, je sais pas si tu veux, mais on a profité du profil complet. Dans le fond, c'est qu'on a pris un mensuel de 7 mois quand on a fait notre parcours au complet. C'est 7 $ par mois. Tu économises 25 % de tes recharges. Mais ce qui est vraiment important de savoir, c'est sur les bornes éligibles de Electrify America. Et non pas toutes les bornes d'Electrify America. Exactement. Parce que nous, on est allé, entre autres, la première à Plattsburgh, si je me rappelle bien. Elle n'était pas éligible. On a pu se recharger avec notre compte Electrify America, mais on ne bénéficiait pas du 25 %. Mais c'est pas grave parce que nous, on a fait 5500 km justement dernièrement aux États-Unis et on n'a eu aucun problème. Et nous, pour vrai, on le recommande parce que l'économie qu'on a fait sur 5500 km, j'ai pas fait le calcul, j'ai pas le calcul devant moi, là, mais c'est plusieurs. Aussitôt qu'on fait un voyage de plus que 500-600 km là, aux États-Unis, on sait qu'on va prendre Electrify America, il faut prendre l'abonnement mensuel, puis on n'a pas besoin de prendre le 7 mois, là, on le prend au mois, puis on paye 1 mois, puis en revenant, on le cancelle. Je me suis peut-être bien exprimé, c'est 7 $ pour un mois. C'est exactement. Mais exactement, on parle pas beaucoup de Tesla, mais il y a beaucoup de gens qui ont des Tesla, puis effectivement, là, eux autres, ils ont l'expérience totale avec le plug and charge. Nous autres, il faut jouer avec les applications. Mais éventuellement, on s'en vient là, avec l'ouverture du réseau Tesla aux autres. Il y a les Magic Dock. Nous, on a essayé à Malta. Sérieusement, on a adoré. La seule chose, c'est que moi, avec mon camion, le F-150 Lightning, on passait une demi-feuille devant mon camion, étant donné parce que le stationnement était complet. Fait que je pouvais pas me stationner de côté. Je me suis avancé. Marie-Josée me faisait signe d'avancer. Là, c'était quasiment hilarant. Mais on s'est avancé puis on a réussi à le faire. Fait que c'est pas une zone qu'il faut négliger, je pense, celui de Tesla, parce que ils sont solides, là, les bornes, l'entretien. Je pense que c'est très, très bon aussi aux États-Unis. Là. Donc, on vient de le dire, là, c'est les réseaux par abonnement qui offrent des rabais. Si on part pour le moindrement, qu'on va faire le moindrement de distance, ça peut devenir très rapidement intéressant. Donc, de ne pas hésiter à faire le saut. Puis, à contrario, éviter... On sait qu'exemple, ChargePoint, on peut les partir avec notre carte circuit électrique ou ChargePoint peut partir d'autres bornes américaines,
Mais faire attention, souvent, il y a des frais de connexion. Des frais d'itinérance, oui. Donc, moi, je les évite. J'aime mieux avoir plus d'applications, plus de cartes. Puis si on est capable d'avoir la carte physique, moi, j'ai la carte ChargePoint, j'ai la carte Flow, parce que j'ai eu des Bolt, fait que on a eu le 750 $. Donc, avoir la carte, c'est super, parce que si on a un problème avec notre téléphone, si on est dans une région où il n'y a pas de couverture cellulaire, on part la borne, puis même juste partir la borne, c'est tellement plus facile que d'ouvrir l'application, puis de la trouver, puis on la part avec la carte, puis c'est fini. On a parlé beaucoup on a parlé des États-Unis, on a parlé un peu de l'Ontario, les maritimes. Avez-vous d'expérience des maritimes? Quelqu'un qui s'en va plutôt vers l'est? J'ai jamais été dans les maritimes. Jamais allé? Le plus loin qu'on s'est rendu, c'est à Edmundston, au Nouveau-Brunswick. Donc, la majeure partie s'est faite au Québec pour les recharges avec circuit électrique. Puis, on a rechargé peut-être 2 fois, mais à Edmundston, au Nouveau-Brunswick, là, c'est le plus loin qu'on est allé. Ben, je peux peut-être d'abord parler de moi, de mon expérience. Moi, je l'ai fait beaucoup, les maritimes. Puis même, il y a 2 ans, on est allé jusqu'aux îles de la Madeleine, en passant par les maritimes également. En fait, là-bas, souvent, c'est des bornes, soit des bornes Flow ou des bornes de NB Power, par exemple, qui sont interopérables, donc qui fonctionnent directement là, avec la carte sans frais d'itinérance. Donc, ça fonctionne très bien. Le problème, c'est qu'il y a très peu de sites, et sur les sites, il y a souvent qu'une seule borne, des fois 2, mais la plupart du temps, c'est une. Fait que là, nous, on était une délégation de 10 voitures qui se suivaient puis qui s'en allaient. Fait qu'il avait fallu se faire des routes différentes pour pas arriver toutes en même temps, sans la même borne, puis s'auto-cannibaliser. Hein. Donc, mais ça fonctionnait bien, mais c'est le nombre de bornes qui était vraiment, là, puis là, nous, on était hors saison, fait que c'était pas trop problématique, mais j'imagine que pendant les vacances de construction, ça doit être rough un peu, ouais. En parlant de ça, moi, j'ai une expérience. Nous, on est parti un vendredi soir, donc on est arrivé aux US un samedi et un dimanche, donc on a traversé de Québec, aller jusqu'en Floride, et c'était un samedi puis un dimanche. Pour te dire que les bornes sont extrêmement occupées le week-end versus la semaine. Parce que les gens, ils ont des forfaits gratuits, illimités, et les gens se chargent jusqu'à 90-100% pendant le week-end pour leur semaine. Donc, moi, je suggère aux gens, nous, quand on est revenu pendant la semaine, on a eu une expérience parfaite. Toutes les bornes étaient libres, il n'y avait pas personne. On a fait exactement le même chemin inverse, plus ou moins, puis on n'a pas eu la même expérience. Donc, moi, je dirais aux gens, s'ils veulent voyager aux US, essayez de ne pas trop y aller pendant le week-end, parce que je pense que vous l'avez dit dans un de vos blogs, il y a plusieurs de ces bornes-là sont dans des centres d'achat avec les Walmart. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de trafic pour se rendre. Quand tu sors de l'autoroute, c'est pas facile. Il faut que tu te rendes le samedi puis le dimanche. Donc, à préférer, essayez d'y aller le week-end. Effectivement, la gratuité n'est pas ben une bonne idée pour les réseaux de recharge parce que ça amène beaucoup d'abus. La gratuité, quand ils donnent 2 ans de gratuité sur Electrify America, ça amène beaucoup d'abus. Nous, on est allé, il y a 2 semaines, on était 4 motos électriques un dimanche ou samedi, en fin de semaine. On est allé, parti de la Rive-Sud, on est allé à Sutton, Stowe, on est revenu par les South Hero, là, dans le milieu du lac Champlain, les îles. Ça a bien été. On n'a pas eu beaucoup de trafic aux bornes. Là. Ça a bien été. On n'a pas eu trop de problèmes. Ouais. C'était agréable. Fait que si je comprends bien, c'est pas une question de technique, de technologie. C'est vraiment une question d'achalandage versus le nombre de bornes qu'il y a. Donc, il y a certains endroits. Moi, j'ai parlé des maritimes, mais c'est vrai aussi dans certaines régions des États-Unis où il y a moins de bornes, en fait. Là. Surtout quand on n'est pas avec un véhicule Tesla puis c'est pas on n'a pas de compatibilité encore avec les réseaux Tesla. On doit se rabattre sur des réseaux tiers et ces réseaux-là, souvent, sont assez dispersés. Il n'y a pas beaucoup de bornes dans chaque endroit. Fait que s'il y a 3 bornes et les 3 sont en utilisation, ben ça se peut qu'on attende un peu. On va se charger, mais on va attendre un peu pour faire le plein. Si je peux apporter un point, Martin, je sais qu'on n'est pas encore beaucoup qui ont des Ford F-150, mais nous, ce qu'on a remarqué sur les bornes de recharge, c'est que si les gens apportent leur bateau, apportent leur roulotte, ils veulent s'en aller aux États-Unis, dans les maritimes, mais nous, on a remarqué qu'il y avait très peu de bornes qui étaient faites et conçues pour pouvoir se stationner, dans le fond, là, ce qu'on appelle des pull-through, là, exact, désolé pour le terme, mais il aurait fallu dépiner à chaque fois notre roulotte ou notre bateau. Alors, pensez-y, parce que ça, on reçoit énormément de questions sur notre Facebook en disant, écoutez, vous l'avez fait, est-ce qu'on serait capable de le faire avec notre roulotte ou quoi que ce soit? La réponse est oui, mais planifier qu'il faut dépiner probablement au Walmart. Là. Fait que ça, c'est à penser dans le futur, je pense, pour les créateurs de bornes. Là. Tout à fait. Je pensais que tu avais quelque chose à ajouter. Bon, ben, le temps tire à sa fin, mais je veux savoir, si on veut que ça se passe bien, là, donc si on prépare des voyages, on est sur le bord de démarrer, de partir dans quelques semaines,
c'est quoi vos conseils? Donc, est-ce que c'est facile, pas facile de faire aller ailleurs qu'au Québec avec un véhicule électrique? Et si oui, c'est pas trop compliqué, c'est quoi vos conseils pour que ça se passe bien? On va faire un tour de table. On va commencer par toi. Moi, je vous dirais que c'est facile y aller. Il faut simplement être bien préparé. Comme on a dit tout à l'heure, bien connaître son véhicule, faire le bon choix de véhicule. Comme nous, quand on est allé aux États-Unis, on avait peu de temps pour beaucoup de trajets. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on n'a pas pris ma Bolt au niveau du temps de recharge qui était plus longue. Connaître le réseau de recharge avec qui on veut principalement faire affaire. Puis, les applications, en installer plus que moins, je pense que c'est la clé du succès. Je vais répéter, je pense qu'une minimum planification est super important. Il y a des applications qui sont faciles, sans pas la nommer, la ABRP là, ou la A Better Route Planner. Tu peux rentrer exactement les bornes que tu veux travailler avec. Exemple, tu peux travailler avec... Tu mets tes favoris, ceux que tu ne veux pas travailler avec. Tu mets ton autonomie que tu as, combien que ta batterie allait user ou pas. Il va tout te calculer tout ça. Et là, tu mets ça, tu peux télécharger ça sur une feuille Excel. Tu peux mettre ça dans tes favoris, dans ton auto, puis tu pars, puis tu n'as aucun stress. Ça va super bien. Moi, je ne répéterai pas la même chose que mes collègues. Donc, je dirais plutôt, si c'est votre première expérience, de prendre votre temps, de respirer par le nez, puis de ne pas essayer de battre des records de vitesse ou d'utilisation de batterie. Là, de distance sans charger. Commencez avec des distances, arrêtez à 30%, augmentez jusqu'à 85%, même si vous pourriez avoir besoin de moins. Puis au fur et à mesure que vous allez vous familiariser avec votre voiture, avec les applications, là, ça va devenir facile, vous allez étirer la batterie, vous allez faire beaucoup plus vite. Mais prenez un voyage là, que vous n'êtes pas pressé, qu'il n'y a pas personne qui vous attend. Savourez la route, c'est agréable. Prenez une marche pendant que ça charge, puis tout le monde est heureux. Le mot de la fin, Francis? Écoute, je suis un peu d'accord avec toi. La seule chose pour les gens qui connaissent peut-être un petit peu moins ça, tu as parlé jusqu'à 85%. Ouais. Aux États-Unis, nous, on a remarqué, je sais que aussi au Québec, mais quand on arrivait à 80%, la borne réduit considérablement il y en a qui son taux de arrêtent. charge. Oui, il y en a qui arrêtent, effectivement. Fait que oui, je le pense. Mais je pense aussi, dernier point, on n'en a pas parlé, mais quand on voyage, souvent, on s'en va soit dans des campings, on va dans des hôtels. Vérifiez peut-être si certains sites offrent la borne de recharge qui est offerte à l'hôtel. Nous, on le fait à quelques reprises et c'est très agréable. Vous faites une activité, profitez-en pour faire votre activité en étant chargé sur une borne de niveau 2. Pourquoi pas? Ça vous coûte moins cher puis ça recharge pendant que vous vous amusez. Oui, même pendant la nuit, tu te parles le lendemain matin, ton véhicule il est plein. Moi, je voudrais dire oui, mais ne pas s'y fier parce que tu vois, si tu arrives le soir, les bornes sont prises. Donc, il faut vraiment que ça soit comme ton plan B ou C en cas. Tu ne te fies pas sur ça. Tu ne te fies pas sur les bornes gratuites. Moi, j'ai eu des mauvaises expériences avec ça. Donc, c'est un plan que si c'est là, tant mieux. Exactement. Si c'est à Chicago, dans les centres d'achat, il y a des panneaux de publicité animés. Puis les bornes sont gratuites, les niveau 2. Oui, mais tu regardes la pub pendant... c'est t'oublies de regarder la pub. C'est agréable. Moi, même quand je vais en avion, je loue une voiture électrique. Puis il y en a où ce que notre bureau est, c'est un centre d'achat un peu à la 10-30 au 2e étage. Puis avant de partir, je recharge tout le temps le matin l'auto-là. Donc, j'ai pas besoin d'arrêter avant d'aller la retourner. Ah ouais, certain. Mais c'est... Un point qui est super important, ça coûte un petit peu plus cher charger aux US, puisque c'est 53 à 42 cents à 53 les kilowatts en dollars US. Donc, il ne faut pas oublier ça. On n'a pas parlé de ça. Oui, c'est vrai, on n'a pas parlé des coûts, mais je pense que ça vaut la peine de prendre quelques secondes. Puis Ghislain, je sais que toi, t'as beaucoup de... Non, mais je t'intéresse à t'entendre. Non, mais nous tout le monde pense que c'est moins cher. Le prix varie beaucoup d'un État à l'autre, d'un réseau à l'autre, donc c'est pas du tout les mêmes prix, donc ça va fluctuer, soit positivement. C'est la même affaire qu'ici. Mais ça dépend beaucoup, parce que si on parle d'un véhicule avec une petite batterie qui charge pas rapidement, comme une Bolt, ou pas la batterie pas grosse, mais il charge pas rapidement, ou ma moto, c'est le meilleur exemple, en bas de 20 kW de puissance. Aux États-Unis, moi, ça me coûte le même prix parce que c'est au kilowattheure, puis il n'y a pas de limite de vitesse inférieure. Alors qu'au Québec, ça me coûte 1 pièce de kilowattheure parce qu'aussitôt que je charge tout le temps, autant. Ouais, parce donc, que toi, t'es dans c'est pas... ça devient plus... Toi, dans ton cas, c'est plus économique aux États-Unis. Moi, ça ne coûte rien rouler.
Puis nous, à titre de même se faire lancer des roches, on a fait le comparatif d'un F-150 au gaz avec notre F-150 Lightning. On a fait ça aux États-Unis et je vous le dis, on a été très honnête. Il y avait une différence, je pense, de 50 ou 60 $ plus économique pour le F-150 Lightning parce que si vous suivez un peu le marché de l'essence aux États-Unis, il est très bas actuellement. Il y avait des États là que ça nous revenait quasiment égal, mais en bout de ligne, le reste du temps, on le sait, on charge à la maison et c'est là qu'on devient rentable. C'est là qu'il y a l'économie, tout à fait. Moi, j'ai pas à convaincre personne. À la maison, c'était le fun. Tellement le fun d'avoir 2 voitures qui rechargent le soir. C'est magnifique. Fait que vous l'aurez entendu, c'est faisable, c'est réaliste, faut pas paniquer, ça fonctionne relativement bien, faut se renseigner, faut s'assurer que on est dans des endroits où il y a des réseaux connus. Si on est là pour longtemps, ça vaut la peine de s'abonner à ces réseaux-là pour avoir des rabais sur le prix au kilowattheure qu'on va consommer à l'autre bout. Puis avec un minimum de préparation, je pense que vous êtes capable de vous promener en Ontario, dans les Maritimes, aux États-Unis, pour avoir du plaisir. Donc, Francis et Marie-Josée, un petit couple électrique, Ghislain et puis Michel, merci beaucoup pour votre présence à Silence on roule. Merci de l'invitation. Merci de l'invitation.